Pour moi, le fascisme n'est pas une forme de gouvernement comme le socialisme ou le capitalisme libertarien. Ce sont des formes de gouvernement fondées sur des systèmes économiques, mais elles ont cette base. Le fascisme est simplement un moyen d'obtenir le pouvoir et de le consolider. Ainsi, la personne n'a pas vraiment besoin d'avoir un programme élaboré. Mussolini n'avait pas vraiment de programme politique, mais il savait comment galvaniser les foules et impliquer tout le monde. C'est ça, l'essentiel. Le fascisme est le moyen par lequel quelqu'un prend le pouvoir, le consolide et le conserve. Bonjour à tous, ici Pascal des études de littéralité, et aujourd'hui je m'entretiens avec le Dr Niall McLaren, plus connu sous le nom de Jock, un psychiatre australien, auteur et critique. Le Dr McLaren a écrit entre autres le livre très éclairant Narciso, la psychopathologie de l'extrémisme de droite, dans lequel il explore en détail le lien entre le narcissisme pathologique, le fascisme en tant que phénomène sociétal, et le rôle de la domination dans les systèmes étatiques. C'est ce dont nous voulons discuter aujourd'hui. Donc, Dr. McLaren Jock, bienvenue. Merci beaucoup, merci. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Vous m'avez contacté et m'avez envoyé votre livre d'ailleurs, et je vous en suis très reconnaissant, car je cherchais quelqu'un qui étudiait la psychologie, qui la connaisse, qui l'ait aussi pratiquée, et qui essaye de la relier à la société. Et c'est exactement ce que vous faites. Pourriez-vous d'abord nous donner un peu de contexte sur vous-même et sur la façon dont vous en êtes venu à faire cela? Parce que il est assez rare que des psychologues s'engagent dans la sphère sociétale. Non. Eh bien, j'ai obtenu mon diplôme de médecine en Australie occidentale et mon projet initial était de me spécialiser en neurochirurgie. J'ai donc commencé le programme de formation en chirurgie, mais ils m'ont donné un stage en psychiatrie et je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais vraiment faire. J'ai donc quitté la chirurgie pour la psychiatrie. Et en 2 jours en psychiatrie, j'ai compris que tout ce que les professeurs racontaient, les enzymes cérébrales, la chimie et tout ça, était complètement faux. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Pas du tout. Et ça m'a valu. Eh bien, le fait de leur dire m'a attiré pas mal d'ennuis. Peut-être que si j'étais resté silencieux, les choses auraient été différentes. Mais ce n'est pas dans ma nature. J'ai donc suivi des études de psychiatrie et j'ai très vite compris qu'aucune de ces personnes ne savait de quoi elles parlaient. Ils n'avaient pas de théorie de la psychiatrie. Ils n'avaient pas de théorie de l'esprit. Ils n'avaient aucun modèle de trouble mental. Rien du tout. Alors, 4 jours après avoir obtenu mon diplôme en psychiatrie, je suis allé à la bibliothèque médicale qui se trouvait juste derrière mon bureau et je me suis assis en me disant « Je vais écrire la théorie définitive de la psychothérapie. Ça devrait me prendre 1 an ou 2. » L'idéalisme de la jeunesse. 44 ans plus tard, j'ai publié ceci. Dualisme naturel et troubles mentaux. C'est le modèle biocognitif de la psychiatrie, mon modèle intégratif de l'esprit et du corps. Maintenant, il faut comprendre que la psychiatrie n'aime pas parler d'esprit. Ils veulent seulement parler d'enzymes cérébrales, de gènes, d'imagerie cérébrale et de tout ce genre de choses scientifiques. L'approche réductionniste suppose que chaque état émotionnel n'est que le produit de quelque chose qui s'active. C'est un état cérébral. C'est un état cérébral. Par conséquent, un état mental ou émotionnel anormal est un état cérébral anormal. Et notre tâche est de le découvrir et de trouver un moyen de le corriger. C'est le rôle de la psychiatrie dans le monde moderne. Et il n'y a aucune vérité dans tout cela.
aucune du tout, ce qui n'est pas un point de vue populaire. Donc je suis même allé un peu plus loin. Je vais sortir tous mes livres. J'ai publié celui-ci l'année dernière. Il s'agit de théories en psychiatrie. La première partie examine toutes les théories disponibles en psychiatrie et conclut qu'elles ne valent rien, une perte de temps absolue. La deuxième partie s'intéresse à un éventail de philosophes modernes, comme Chomsky, Dennett, Davidson, Chalmers, tous ces grands noms, et souligne qu'aucune de leurs théories ne peut être développée au point de rendre compte des troubles mentaux. C'est très intéressant parce que Dan Dennett et les autres sont des philosophes de l'esprit, n'est-ce pas? Ils essayent d'expliquer l'esprit, et Dennett est célèbre pour expliquer l'esprit en le réduisant. C'est exact. C'est tout à fait exact. C'est exactement ce qu'il a fait. Et dans la dernière phase de son travail, comme vous le savez, il est décédé l'année dernière. Dans la dernière phase de son travail, il a invoqué ce qu'il appelait une machine virtuelle pour compléter la chaîne causale. Et qu'est-ce qu'une machine virtuelle? Eh bien, elle est insubstantielle, non localisée, ne suit pas les lois de l'univers physique, et elle est causalement efficace dans l'univers physique. Ce sont les critères de conception d'un esprit. Donc, il a échoué. L'œuvre de toute une vie de Dennett a échoué. Je l'ai signalé dans un article, mais il ne l'a jamais vu. Il était trop malade. Quoi qu'il en soit, cela m'a conduit à écrire ce que j'appelle une théorie définitive, un modèle intégratif de l'esprit et du cerveau. Et pour cela, il faut montrer comment l'esprit émerge du cerveau, ce que j'ai fait sur une base mathématique, en partant de l'algèbre de George Boole, son calcul à 2 valeurs, et en le développant à partir de là. Donc il y a toutes sortes de choses intéressantes. C'est très intéressant. Et dans ce cadre, cela m'a amené à m'intéresser à ce qu'on appelle l'hypothèse du défi en biologie. Cela a d'abord été découvert chez les oiseaux dans les années 1970, et ils ont constaté que cela étudie l'économie de la testostérone. Lorsqu'un oiseau est mis au défi, il réagit par une poussée de testostérone, ce qui le prépare à relever le défi. Et si elle repousse l'autre oiseau, ce sont des mâles, il reçoit une nouvelle poussée de testostérone. Alors il parade en se sentant vraiment bien. S'il est battu, son taux de testostérone chute très rapidement, en quelques minutes, et il s'éclipse pour aller se cacher. Cela a été étudié chez tous les mammifères, pas chaque mammifère possible, mais tous les grands groupes de mammifères, ainsi que chez les reptiles, les poissons, les oiseaux et Homo sapiens. Et c'est vrai partout. Soit la testostérone, soit l'un de ses analogues très proches en biologie, ce qui implique que la testostérone est une hormone très ancienne. Et ce qui est important à propos de cette hormone, c'est qu'elle procure une sensation de bien-être. C'est formidable. Vous recevez une décharge de testostérone, vous vous sentez bien. Et c'est très rapide. On parle de minutes. C'est une hormone anabolisante puissante, mais elle a aussi cette propriété merveilleuse qui vous fait vous sentir bien et vous vous pavanez, prêt à affronter tous les défis. Et l'autre chose, c'est qu'elle vous fait percevoir les défis. Elle vous fait voir les menaces. C'est donc une partie intégrante de la réponse à la menace. On a toujours parlé de la réponse à l'adrénaline, mais une grande partie de cela est en fait la réponse à la testostérone, et cela a été ignoré. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet dans les affaires humaines. Et lorsque l'on observe les affaires humaines du point de vue de la quête de domination, le mâle dominant se sent bien. S'il est évincé de sa position, il commence à se sentir mal. Et plus il descend dans la hiérarchie, plus il se sent mal. Ainsi, les humains ou les animaux, situés à la base de la hiérarchie, se sentent mal et veulent remonter. Ils vont donc essayer de détrôner le chef, le mâle alpha. Soit ils sont réduits à la soumission et errent comme des esclaves courbés,
soit il complote et planifie. Comment allons-nous nous débarrasser de ce type? Ils vont l'attaquer. Et cela se vérifie partout. Ceci est très important, car si vous voulez expliquer la psychologie des masses, ce qui est un terme poli pour désigner la politique, alors il faut descendre d'un niveau et l'expliquer sur la base de la psychologie individuelle. Et cela devient très important lorsque l'on considère quelqu'un comme John Mearsheimer, le politologue américain. Mearsheimer affirme que les relations internationales sont anarchiques. Par conséquent, chaque nation doit lutter et se battre pour établir sa domination dans sa zone locale. Il appelle cela l'hégémonie locale, mais moi non. J'appelle cela la domination, car c'est le terme que nous utilisons en biologie. Et je pense qu'il est important de faire comprendre à tout le monde que nous parlons de domination, de biologie des masses. C'est fantastique et c'est vraiment, vraiment important. Avant d'aborder les différents concepts que vous expliquez dans votre livre, laissez-moi toutefois vous poser cette question. Si nous expliquons la société ou le fonctionnement de la société comme une fonction de la psychologie individuelle, alors nous adoptons également une approche réductionniste, n'est-ce pas? Et nous nous concentrons sur l'entité la plus petite. Selon vous, existe-t-il des propriétés émergentes d'un système qui ne se manifestent pas à un niveau inférieur, mais qui, en raison de la manière dont le système interagit, commencent à apparaître à un niveau supérieur? Est-ce un facteur ou non? Oui, c'est un facteur. J'aborde ce sujet en détail, le concept d'émergence, car il est d'une importance cruciale. Et c'est aussi très difficile. Il existe une théorie mathématique de l'émergence que je dois admettre ne pas vraiment comprendre. Parce que pour des personnes comme Mearsheimer, c'est évidemment très important, car ils expliquent les relations internationales uniquement en fonction du monde extérieur. Et il le dit lui-même. Il reconnaît aussi que cette théorie se trompe parfois, mais qu'elle est correcte à 70%. Cela signifie qu'il ignore non seulement la psychologie individuelle, mais aussi la politique locale. Il affirme que cela n'a pas d'importance. Pourtant, il est aussi assez honnête pour admettre qu'il a écrit tout un livre sur le lobby israélien qui utilise en fait une approche complètement différente. Donc selon vous, les propriétés émergentes sont cruciales pour l'ensemble du système, je suppose. Oui, et ce que l'on peut appeler la psychologie des masses ou la politique est en fait la psychologie individuelle à grande échelle, et cela est très important. Maintenant, le problème avec le travail de Mearsheimer, c'est qu'il affirme que les relations internationales sont anarchiques. Donc les nations doivent lutter pour établir une domination locale. Je dis qu'il a tort. Il a complètement tort. Il prend le problème à l'envers. La raison pour laquelle les relations internationales sont anarchiques, c'est parce que chaque nation lutte pour la domination locale. Et si elles luttent toutes pour la domination locale, c'est parce que c'est ce que fait Homo sapiens. C'est nous. Nous luttons tous pour la domination. Et c'est juste que, vous savez, les politiciens montent sur des scènes plus grandes. Je veux dire, ils adorent ça. Les politiciens sont fascinés par cela. Ils aiment le pouvoir. C'est pour ça qu'ils font de la politique. Et donc, on se retrouve avec des gens qui, eh bien, regardez, Trump en est l'exemple parfait. Totalement dépourvu de tout talent ou de tout intérêt, mais avec cette fascination absolue pour le pouvoir et la domination des autres. Et il rayonnait plus tôt cette année quand il a dit, vous savez, il y a 175 nations qui font la queue pour me lécher les bottes. C'est lui. C'est pour ça qu'il fait de la politique. Oui, c'est là qu'il faut explorer le narcissisme. Peux-tu résumer cela en quelques mots pour qu'on puisse comprendre?
Les gens parlent du narcissisme comme de quelque chose de mauvais, mais ce n'est pas le cas. C'est en réalité un des extrêmes du concept d'estime de soi. Or, il faut avoir un certain sens de l'estime de soi. Il faut se dire, eh bien, je suis une personne raisonnable et j'ai le droit de faire ceci et je suis censé faire cela. Et si je fais mon travail, alors je suis une personne un peu meilleure et toutes ces choses-là. En psychiatrie, on rencontre beaucoup de personnes qui n'ont aucune estime d'elles-mêmes, aucune confiance en elles. Elles ont généralement eu une enfance terrible. C'est là que les abus sexuels et physiques interviennent, car cela détruit complètement leur estime de soi. Elles peuvent alors grandir en devenant soit des individus craintifs et soumis, trop effrayés pour lever les yeux, soit devenir agressifs pour le dissimuler. Et c'est extrêmement courant. Donc, ça, c'est le versant de la faible estime de soi, qui bien sûr constitue la majeure partie de la pratique psychiatrique. Mais à l'autre extrémité, il y a les personnes qui ont une estime d'elles-mêmes extrêmement élevée, au point de croire qu'elles ont droit à tout ce qu'elles désirent. Je vois ça, alors je le prends. Merci. Donnez-le-moi. Je vois cette femme, envoyez-la moi. Je vois cette maison, partez parce que je veux y emménager. Et c'est la politique du droit acquis. C'est ce que font les gens riches. On les élève en leur faisant croire qu'ils ont droit à toujours plus. Le problème, c'est que plus ils obtiennent, plus ils croient y avoir droit. C'est un cercle vicieux. Et dans ce sens, le narcissisme, tel que vous en parlez dans le livre, est ce trait psychologique individuel poussé à l'extrême, donc le sentiment d'être privilégié et aussi le droit d'user du pouvoir. Pouvez-vous développer un peu plus ce point et peut-être prendre Donald Trump comme exemple, car je pense qu'il est vraiment emblématique à cet égard. Mais cela s'appliquerait aussi à d'autres, bien sûr, n'est-ce pas? Oui, oui. Je veux dire, il y a des milliers, des millions d'exemples, mais il existe différents thèmes dans le narcissisme. Il y a le sentiment d'estime de soi, et au niveau de la personne ordinaire qui travaille, c'est juste, vous savez, je suis une personne ordinaire. Je ne suis pas exceptionnel. J'ai certains droits, mais j'ai aussi beaucoup de devoirs. Et puis quelque chose se passe, ils se sentent mieux et ils se disent « Oh, regarde-moi. Oh, je suis fantastique. C'est merveilleux. J'en veux plus. Merci. » Et c'est exactement ce que font les armées. Elles prennent tous ces pauvres gamins misérables, âgés de 18 ans, et leurs cerveaux sont comme de la pâte à modeler. Je devrais préciser que j'ai beaucoup d'expérience militaire en ce qui concerne les anciens combattants et les membres actifs depuis plus de 45 ans ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai vu beaucoup de vétérans. Et c'est toujours la même histoire. Ce pauvre gamin, généralement issu d'une famille brisée. Je crois que 60% ou 80% des recrues au Royaume-Uni viennent de familles brisées. Ce genre de choses. Alors ils s'engagent dans l'armée pour se sentir mieux, pour se sentir désiré, pour faire partie de quelque chose de grand, par opposition au sentiment d'être un paria. Et ensuite, on leur donne cet uniforme magnifique, superbe, et ils vont à la salle de sport, ils se musclent, et soudain, c'est « regardez-moi, regardez-moi ». Et puis ça ne fait que grandir, encore et encore. Et c'est aussi l'autre point important concernant le concept en psychologie cognitive. Il évolue avec le temps. Il n'est pas statique. Il n'est pas figé. Ainsi, les gens peuvent changer en fonction de leurs circonstances. Et c'est là que ça se complique. Mais bon, laissons ça de côté. Donc, l'élément de narcissisme, c'est « regardez-moi ». Mais lorsque ça se combine avec la soif de pouvoir, quand ces deux choses se rejoignent, alors là, on a un problème. Là, on a un problème. Oui. Et ensuite, vous expliquez que c'est là que le narcissisme commence à interagir avec le fascisme. Et le fascisme, selon vous, dans votre livre, n'est pas quelque chose qui existait seulement dans les années 1920 et 1930, en Allemagne, en Italie,
et au Japon. C'est quelque chose de complètement différent. C'est vraiment immense. Pouvez-vous nous aider à l'aborder? Eh bien, le fascisme pour moi n'est pas une forme de gouvernement comme le socialisme ou le capitalisme libertarien. Ce sont des formes de gouvernement fondées sur des économies, mais elles ont cette base. Le fascisme est simplement un moyen d'obtenir le pouvoir et de le consolider. Ainsi, la personne n'a pas vraiment besoin d'avoir un programme élaboré. Mussolini n'avait pas vraiment de programme politique, mais il savait comment galvaniser les foules et impliquer tout le monde. C'est donc ça l'essentiel. Le fascisme est le moyen par lequel quelqu'un prend le pouvoir, le consolide et le conserve. C'est une caractéristique universelle de tous les systèmes politiques. Où plaçons-nous la limite entre le fonctionnement normal de la politique? Simplement, la manière dont la politique opère, du fait même que nous devons nous organiser en groupe et gérer les échanges entre différents individus ayant des besoins différents? Et à partir de quand cela devient-il quelque chose dont nous devons nous inquiéter? Au sens où nous utilisons aux habitants le terme fascisme. Eh bien, ce que vous souhaiteriez, c'est que la forme de gouvernement soit démocratique. Vous mettez donc en place des règles très strictes, des contrôles, des contrepoids, tout ce genre de choses, pour garantir que personne ne puisse prendre le pouvoir, le consolider et le conserver. Ainsi, un bon système démocratique est en réalité antifasciste dans la mesure où il répartit le pouvoir, car celui-ci ne peut pas être accumulé. C'est exact. C'est tout à fait correct. Donc c'est l'accumulation du pouvoir dans une hiérarchie de pouvoir. C'est là que réside le danger. Tout ce qui permet de répartir ou de distribuer le pouvoir de manière équitable parmi l'électorat est la bonne approche. Alors quand les gens disent « Oh, mais le socialisme est anti-hiérarchique », non, ce n'est pas vrai. Pas du tout. Tout le pouvoir est concentré dans un petit groupe central qui contrôle le système économique. Regardez Staline, un exemple parfait de fascisme au sein d'un système socialiste. Donc, le fascisme devrait être vu comme quelque chose qui ressemble aux décorations sur un sapin de Noël. Peu importe l'arbre que vous utilisez, tant que vous y mettez ces décorations, cela devient un sapin de Noël. C'est pareil pour les formes de gouvernement. Peu importe la forme de gouvernement que vous adoptez, si vous l'ornez de ces symboles fascistes, vous finirez avec un système fasciste. Mais l'essentiel, c'est de détruire la base démocratique de la société. C'est exactement ce qui se passe. En fait, c'est le cas un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, ils ont privé de leurs droits, ils ont radié environ 5 millions d'électeurs avant la dernière élection. Et c'est pour cela que Trump est revenu au pouvoir. Désolé, je trouve cela très intéressant, cette définition du fascisme, parce que vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'une des choses que j'ai étudiées de façon très approfondie pour mon doctorat, c'est ce qui s'est passé au Japon. Et le Japon est fascinant parce que d'une certaine manière, c'est l'opposé de ce que vous décrivez. On le qualifie généralement de fasciste, mais en réalité, l'un des problèmes du pays était que le pouvoir était tellement réparti entre de nombreux centres, en particulier au sein des forces armées, qu'une institution pouvait entraîner les autres avec elle. Entre 1931 et 1945, le Japon a eu 13 gouvernements. Ils s'effondraient les uns après les autres. C'est en un sens l'opposé de ce que vous décrivez comme l'accumulation du pouvoir entre les mains de quelques-uns. Eh bien, il y avait bien sûr le pouvoir investi dans l'empereur et la cour impériale. Mais ensuite, juste en dessous, il y avait cette immense masse querelleuse de gens qui essayaient tous, vous savez, de tirer la couverture à eux, d'agrandir leur petit domaine, de prendre le dessus sur les autres
et de les écraser. Je veux dire, si le Japon avait surmonté cette tendance en 1931, ils auraient gagné la Seconde Guerre mondiale. Ma prédiction serait qu'ils n'auraient pas pris cette direction. Parce qu'en un sens, ce qui s'est passé, c'est une accumulation extrême de pouvoir au sein des différents centres de pouvoir. Non, ce n'est même pas vrai. Je veux dire même, je ne sais pas. Bon, mais peut-être qu'il vaut mieux mettre cette question de côté et l'analyser séparément. Revenons à la question principale, à savoir que le fascisme crée, alors c'est la tendance à créer la pyramide. C'est le cas. Et cela interagit avec domination, l'idée de domination de Boa livre. That interacts with dominance, the idea of dominance in your book. Can you go there? Pouvez-vous y aller? D'accord. Eh bien, tous les animaux, mais en particulier, parlons de l'animal humain, ont des impératifs de survie. Air frais, lumière du soleil, nourriture, eau, abri. Ce sont vos impératifs de survie. Il faut d'abord qu'ils soient satisfaits. Une fois qu'ils le sont, nous passons alors aux motivations optionnelles. Et la première des grandes motivations optionnelles, c'est le besoin social. Nous sommes des animaux sociaux. Nous aimons nous rassembler. Et la punition la plus dommageable pour un individu, c'est d'être expulsé de la société, de devenir un réfugié ou une personne sans abri. Si vous n'avez pas de foyer, si vous n'avez pas de tribu, vous êtes en grand danger. Et on peut imaginer qu'il y a là des pressions évolutives. Si l'on remonte à 100 000 ans, l'individu qui ne s'intégrait pas à sa tribu n'allait pas survivre. Il serait dehors, dans la nature, et il mourrait. Il n'y a donc aucun doute, l'anxiété humaine est apaisée par le contact humain. Elle s'apaise rapidement. Une fois ce besoin satisfait, le besoin social, nous passons alors au suivant, tout aussi important, le besoin de domination. Dès que nous formons une société, nous établissons une hiérarchie de domination. C'est ainsi, car il est plus agréable d'être en haut de la hiérarchie que d'être en bas. Il existe donc chez l'humain une pulsion intense, constante. Dans n'importe quel groupe humain, où que ce soit, les individus essaieront de s'organiser en une hiérarchie de domination. On peut l'observer chez les jeunes enfants à la maternelle, partout où l'on regarde. Mais tout ce que nous faisons, toutes les grandes institutions, l'armée, la religion, la politique, le monde universitaire, l'industrie, la finance, ce ne sont que des hiérarchies de domination. Tout le monde lutte pour atteindre le sommet. Il y a une différence cependant, n'est-ce pas? Parce que, selon moi, certaines personnes recherchent vraiment la domination, tandis que d'autres n'aiment pas ce jeu. Il y a une différence de préférence en ce qui concerne la recherche de domination. Et je pense que les narcissiques sont ceux qui le font le plus, non? C'est ça, oui. Parce qu'ensuite, ils s'assoient là et disent « Oh, regardez-moi, regardez-moi, regardez ma couronne, regardez mes bijoux, regardez mes décorations militaires, regardez mes muscles, tout le monde doit me regarder. Et si quelqu'un ne regarde pas, faites sortir cet homme et punissez-le. » Dans l'opinion populaire, cela est alors attribué à un manque d'estime de soi. Mais si je vous comprends bien, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Cela peut être l'un ou l'autre des extrêmes. Les gens ordinaires ne veulent pas être le centre de l'attention, mais ils ne veulent pas non plus être exclus. Donc nous sommes assez heureux d'être ordinaires. C'est ce que signifie être ordinaire. Mais ce sont les extrêmes. L'extrême de la faible estime de soi relève de la psychiatrie, de la psychologie et de la criminologie. Donc, si vous travaillez dans les prisons, comme je l'ai fait, c'est tout à fait normal. Ils ont tous une faible estime d'eux-mêmes. Cela inclut aussi beaucoup de membres du personnel. Et si vous allez à l'autre extrême, une haute estime de soi s'accompagne d'un fort sentiment de légitimité et du désir d'avoir toujours plus de pouvoir.
Et cette dynamique, alors, je veux dire, cette interaction entre la domination et la tendance de ce système à créer des structures fascistes, ces ornements sur l'arbre, comment cela fonctionne-t-il dans les sociétés? How does that work in societies? Eh bien, parce que les personnes au sommet comprennent très vite ce qui va attirer les gens à les adorer. Si vous voulez recruter des soldats pour une armée, vous ne leur dites pas « Bon, vous allez tous vous promener en tutu rose et en chaussons de danse ». Vous n'auriez aucun volontaire. Il faut leur montrer une image inspirante d'hommes avec des choses, se promenant avec des fusils, des casques, toutes leurs lunettes et tout ça, et ils tombent dans le panneau. Ils adorent ça. Ils adorent la masculinité, ce qui bien sûr mène à un autre domaine très intéressant, à savoir l'homoérotisme dans l'armée. Mais peut-être qu'on va laisser ce sujet de côté. C'est un domaine très vaste. Non, j'aimerais aborder ce sujet. Nous n'en avons parlé que brièvement auparavant, mais c'est un aspect tellement important du fascisme. Un bon ami à moi disait toujours, « Écoute, le fascisme se comprend avant tout comme un phénomène esthétique, parce que l'esthétique est essentielle, surtout l'esthétique homoérotique et celle du corps masculin. » Tu l'as mis en couverture de ton livre. Nous l'avons mis en couverture. Il s'agit d'une affiche fasciste italienne de 1932. Regardez ce charmant homme-là, dans son beau short. On peut voir ses jambes, tout cela est très joli, stylisé, magnifique. Et cela fait partie de l'esprit. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il cette esthétique évidente? Non seulement esthétique, mais aussi homoérotique. Et nous savons tous que lorsque nous regardons, je veux dire, les uniformes nazis étaient extrêmement bien conçus, et ils mettent en valeur le corps masculin d'une manière très, vous savez, presque érotique. Pourquoi? Parce que tout cela est motivé par la testostérone. La hiérarchie de dominance est guidée par la testostérone. Cela nous amène donc à un point important. La personne qui gravit la hiérarchie se sent de mieux en mieux et elle a de plus en plus d'énergie intérieure. La personne qui descend dans la hiérarchie se sent très mal et elle va donc lutter contre le fait d'être reléguée. Cela nous conduit au paradoxe de la hiérarchie. D'un côté, nous avons ce désir intense d'atteindre le sommet et d'y rester. De l'autre, il y a la peur et l'aversion d'être repoussé vers le bas et traité comme un citoyen de seconde zone. Ainsi, la personne réprimée ou opprimée doit se battre, elle doit lutter pour préserver son estime de soi. Et nous devrions dire cela à M. Netanyahou. Il ne le comprend pas. Non, je veux dire, il est clairement pris dans tout ce... J'ai envie d'utiliser un terme très vulgaire qui n'explique rien, un vrai foutoir de ce qui se passe. Mais ce sont les choses qui font que les sociétés ne deviennent pas seulement violentes, mais génocidaires, n'est-ce pas? Je pense qu'Israël nous montre à quoi ressemble une société quand elle est vraiment allée très loin sur cette voie. Ou même le massacre de personnes incarcérées devient quelque chose qui te fait te sentir bien et te donne plus de testostérone, parce que c'est probablement ce qui se passe. C'est exactement ça, parce que nous tuons nos ennemis. Oui, tu vois, c'est devenu le motif maintenant. Et donc, oui, Israël, le Moyen-Orient ou Israël est un sujet incroyablement complexe. Mais si tu prends du recul et que tu l'observes à travers le prisme de la hiérarchie de domination, tu commences à voir une image différente. Cela n'a rien à voir avec la religion, rien à voir avec la justice, rien à voir avec la démocratie, rien de tout cela. Il s'agit uniquement de « nous allons vous écraser », vous chasser et prendre cette terre pour nous. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Oublie tout le reste. Ce n'est que de la propagande. Alors, qu'en est-il de cet aspect d'entreprise coloniale de peuplement, et ainsi de suite? Je veux dire, dans ce sens, ce n'est qu'une conséquence de ce que vous venez de dire.
what you just said. It's just Oui, exactement. L'Australie est un exemple parfait de l'attitude coloniale des colons. Les Britanniques ont longé la côte est de l'Australie, ont vu cette terre et se sont dit « Oh, ça a l'air bien, on va la prendre ». C'est tout. Ils se sont simplement installés. Et ensuite, il faut établir sa domination. Et ceux à qui ça ne plaît pas doivent partir. Ainsi, tous les aborigènes qui résistaient étaient tués. Ils ont été anéantis. En partie, ils ont été décimés par des maladies, car ils n'avaient aucune immunité face aux maladies européennes. Les aborigènes autour de la baie de Sydney ont été exterminés en environ 2 ans et demi, principalement à cause de la variole. Si vous allez dans la région de Kimberley, dans le nord de l'Australie occidentale, où j'ai travaillé pendant 6 ans en tant que psychiatre, le plus isolé du monde, ils n'avaient aucune résistance à la coqueluche et à la rougeole, et ils ont failli disparaître dans les années 1930. Il ne restait plus qu'environ 300 ou 400 personnes dans toute la région, qui fait environ 100 000 km², seulement quelques centaines de personnes autour de Kalumburu. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Les Britanniques ont longé la côte est de l'Australie, se sont dit « ça a l'air sympa, pourquoi ne pas la prendre ?» Et c'est pareil, ils ont fait la même chose en Inde, au Canada, en Afrique du Sud. Et les Français ont fait la même chose en Afrique du Nord. Les Hollandais ont fait la même chose en Indonésie. Ils sont simplement arrivés. Ce n'est qu'en 1926 que les Hollandais ont conquis Bali. Et il y a eu un massacre, un énorme massacre, lorsqu'ils ont pris le contrôle de Bali. Ce n'est que, vous savez, ce n'est pas si vieux. Ce n'est même pas il y a 100 ans. Ce sera 100 ans l'année prochaine. C'est incroyable. Et ce qui me frappe particulièrement, c'est la conviction en Europe, en Amérique du Nord, et vous savez, dans l'Occident collectif, que le colonialisme est terminé, n'est-ce pas? Depuis longtemps. Je veux dire, on ne fait plus ça aujourd'hui. C'est comme, oh, voyons bon sang. Mais d'accord, revenons à ceci. Comment la psychologie de la domination et la volonté de l'atteindre influencent ensuite ces sociétés, qui créent alors des cultures militaristes, qui glorifient aussi, bien sûr, l'armée. Et vous donnez d'ailleurs ce bel exemple du Royaume-Uni et des funérailles de la reine. Eh bien oui, je pense que toute personne qui a regardé cela, je l'ai regardé parce que la famille le regardait, et c'est de l'histoire. Je me souviens de son couronnement. Et je me souviens de la mort de son père, la mort du roi. Et maintenant nous voyons sa mort à elle. Mais toute la cérémonie était un exercice de hiérarchie sociale. Il y avait la religion, oui. Donc il y avait l'archevêque de Canterbury avec ses magnifiques robes. Elles viennent tout droit de Byzance. Ces robes. C'est de là qu'elles viennent toutes. Et en dessous de lui, c'est la hiérarchie. Et puis à l'extérieur, il y avait le défilé. Et c'était un défilé militaire. Voilà. Et il n'y avait que, je ne me souviens plus, j'ai compté, j'ai essayé de calculer le nombre de personnes qui défilaient. C'était des centaines, voire des milliers. Pourriez-vous rapprocher votre micro de votre oreille? Désolé. Oui, je l'ai heurté par erreur. Je n'y suis pas habitué. Je ne me souviens plus combien de personnes défilaient. Il y en avait plusieurs centaines, voire des milliers, mais tous portaient l'uniforme militaire, sauf 2. Et ils étaient en disgrâce, le prince Andrew et le prince Harry. Ils ont été obligés de porter des vêtements civils et ils ont perdu leur statut. On pouvait le voir sur leur visage, ils se sentaient inférieurs. Et c'est ce que fait l'armée. L'armée a eu des milliers et des milliers d'années pour perfectionner l'art de faire en sorte que les jeunes hommes se sentent forts et valorisés. Regardez les uniformes romains, les uniformes spartiates, les uniformes perses, chinois et au Japon, bien sûr, les uniformes des samouraïs qui remontent à des centaines et des centaines d'années.
Ils sont tous conçus pour vous faire sentir bien et supérieur aux civils. You feel good and superior to the civilians. You don't only need to be protected. Vous n'avez pas seulement besoin d'être protégé, ou ils n'ont pas seulement besoin d'avoir une fonction. Ils doivent aussi avoir une forme afin de remplir des fonctions psychologiques. Et c'est là que cela rejoint ce que vous appelez ce fascisme sociétal naturel, ce fascisme normal, n'est-ce pas? Like societal fascism, right? It's built into society. Oui, c'est ancré dans la société. If you want C'est tout. to impress Donc si vous voulez impressionner les gens avec votre statut, vous mettez un uniforme. Vous allez à l'hôpital et tous les médecins se promènent en blouse blanche, même s'ils n'en ont pas besoin. though they don't need. J'ai toujours refusé. Je n'ai jamais porté de blouse blanche de ma vie parce que je trouvais ça tout simplement pathétique. Because I thought it was Et les directeurs médicaux se promènent tous en blouse blanche, alors que tout ce qu'ils font, c'est rester assis à un bureau toute la journée. walk around in white coats and all they do is sit at a desk all day. Why is it that some people have an aversion? Pourquoi certaines personnes ont-elles une aversion pour cela? Parce que vous savez, quand j'ai obtenu mon doctorat, j'ai évité la cérémonie, parce que je ne voulais pas porter cette toge ridicule, ce qui est tout simplement absurde. C'est juste un exercice idiot. Vous avez tout à fait raison. Pourquoi certaines personnes ne le veulent-elles pas, alors que d'autres en ont envie? Why do some people not want that? While others crave for it? Because I think some people can see through it. They just Parce que je pense que certaines personnes voient clair dans ce jeu. Ils voient ça pour ce que c'est, juste tout un tas de vieux messieurs ridicules qui se déguisent pour impressionner tout le monde. C'est tout. Je veux dire, j'ai eu la même chose. J'avais une toge de psychiatrie. Je l'ai portée une fois. C'est tout. Il fallait la porter. On ne pouvait pas aller à la remise des diplômes sans elle. Et après, non, elle est juste restée dans un placard jusqu'à ce qu'elle tombe en morceaux. After that, no, it just stayed in a cupboard until it fell apart. And the argument, the counter-argument is of course. Et l'argument, you la need contre-argumentation, c'est bien sûr que parfois, il faut utiliser des insignes ou des attributs pour donner de la dignité à une situation, pour montrer du respect, et aussi pour valoriser l'autre, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement une question d'ego, cela concerne aussi l'autre. Est-ce que cela a une quelconque valeur, ou bien est-ce simplement la façon dont les gens justifient cette absurdité? How people explain this silliness and I the think creation. I think it's self-justifying. Je pense que c'est auto-justifié. Les insignes, c'est simplement la façon dont nous avons toujours fait les choses, et cela nous fait nous sentir bien. Cela nous fait nous sentir supérieurs. Et regardez tous ces humains misérables là-bas. Nous sommes ici avec les dieux. N'est-ce pas merveilleux? Et il y a toujours cet élément. There's this element, always this element. Is there also an element of Y a-t-il aussi un aspect de contrôle systématique, encore une fois, parce que vous êtes obligé de le faire? forced to do Donc, si vous ne le faites pas, il se peut que vous ne soyez pas autorisé à entrer. you might not be allowed in. Well, that's it. It's part of the tribe. Eh bien, c'est ça. Cela fait partie de l'initiation tribale. Donc, si tu veux appartenir à notre groupe, tu dois te conformer à ce que nous disons. Tu dois faire exactement ce que nous disons. Sinon, nous t'expulserons. Et alors tu erreras, seul comme un nuage, comme on dit, jusqu'à ta mort. Mais tu ne feras plus partie de notre groupe. Et les humains sont des animaux sociaux. Nous sommes poussés à appartenir à un groupe. We are driven to belong. At which point does then fascism À quel moment le fascisme ou les tendances fascistes dans la société? Je veux dire, on pourrait soutenir dans ce cas que certaines tendances fascistes sont normales et peut-être même saines dans un système international où d'autres cherchent également à dominer. Et si vous atteignez un certain niveau de domination, vous pouvez construire une structure qui tient réellement sans aller jusqu'à la guerre totale. Vous savez, cette idée d'une architecture de sécurité, par exemple, où différents pôles interagissent et créent quelque chose de stable. Mais à partir de quand le fascisme devient-il alors autodestructeur et engendre-t-il des excès? become self-destructive and create excess. Well, it's when they overreach themselves, when they decide. Eh bien, lorsqu'ils en arrivent eux-mêmes à ce point, lorsqu'ils décident « nous sommes semi-divins, nous sommes les élus,
Nous allons imposer la loi à tous les autres êtres humains que nous pouvons. C'est ce que les nazis ont fait en Europe de l'Est. La guerre en Europe de l'Ouest n'était qu'un prélude. Comme vous le savez, l'objectif principal de la guerre était d'établir un empire à l'Est, et ils allaient éliminer la moitié, voire les 2/3 des slaves, et garder le reste comme esclaves. C'est d'ailleurs de là que vient le mot esclave. C'était leur but, c'était leur objectif déclaré. Hitler l'énonce de façon absolument explicite dans Mein Kampf. C'est ce qu'il va faire. Où cela bascule-t-il? C'est quand on commence à considérer l'autre comme non-humain, comme des animaux humains inférieurs, selon la mode actuelle, voyez-vous. Et donc quand on dit « peu importe », nous n'avons pas à faire attention à eux. Ils sont sur notre chemin. Sortez les bulldozers, écrasez-les. Il y a donc un point de rupture. C'est quand on cesse de considérer les humains comme ayant des droits égaux aux nôtres. La société, à un moment donné, fait la même chose, n'est-ce pas? Et on le voit en ce moment. Je veux dire, on a cet exemple d'hier, où maintenant toute l'Europe et l'Amérique du Nord crient au scandale à propos d'un hôpital endommagé en Israël. Nous ne savons pas encore s'il a été directement visé ou si la cible était l'une des installations militaires. Je veux dire, en mettant celui-ci de côté, il y a une énorme indignation à ce sujet, alors qu'en même temps, il est simplement reconnu et accepté que 36 hôpitaux à Gaza ont été rasés, avec les personnes qui s'y trouvaient, en grande partie. Et puis celui-ci, maintenant, vous voyez, surtout pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Je veux dire, on le sait, c'est un fait. Mais cela ne compte que pour très peu de gens, alors que pour le plus grand nombre, il importe maintenant beaucoup plus qu'un hôpital soit endommagé ici. Alors, comment ce trait psychologique individuel se traduit-il dans la façon dont la société, les médias, etc., interagissent ensuite avec ces crimes? Eh bien, ils ne vont pas dire la vérité. Vous pouvez en être sûr. Ils vont enjoliver la situation. Mais le simple fait est que c'est du racisme pur et simple. Donc les individus ne vont pas l'utiliser. Et c'est pour cela que nous avons ensuite des journalistes qui rapportent sur l'un, mais pas sur l'autre, ou ignorent l'un, mais pas l'autre. Eh bien, les journalistes veulent gravir les échelons du journalisme. Ils se battent toujours pour monter dans la hiérarchie. Et s'ils peuvent décrire quelque chose qui plaît au président, au roi ou à n'importe quel général, cela les fera grimper plus haut. Et ils pourront regarder leurs collègues de haut et se moquer. Ah, regardez où j'en suis. Mais l'hypocrisie flagrante de l'Occident, qui ose attirer l'attention sur un hôpital endommagé en Israël, tout en ignorant, comme vous l'avez dit, les hôpitaux rasés à Gaza, c'est du racisme pur. Ils se moquent que des Palestiniens soient tués parce que ce ne sont que des bougnoules. Ce sont des bougnoules. Ne mâchons pas nos mots. C'est comme ça que les gens pensent. Ils s'en fichent. Ce sont des êtres humains de seconde zone. Y a-t-il, je veux dire, y a-t-il une autre façon de comprendre le racisme, autrement que comme la volonté de domination de son propre groupe sur un autre? Oh oui, il y a cet élément fort, vous savez, une partie du fait d'être des animaux sociaux, c'est que nous avons une peur de l'autre. Nous avons donc cette xénophobie très forte et inhérente. Et c'est réel. On peut l'observer chez des enfants de 2 ans. Même des enfants plus jeunes que cela manifesteront une peur envers quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. C'est donc simplement là, présent. Encore une fois, on peut dire qu'il y a probablement une valeur de survie à cela. Si vous regardez les babouins, lorsqu'un bébé babouin s'approche du mauvais adulte, il risque de se faire tuer. Il y a donc une peur. Et je pense que cela a une base génétique. C'est simplement inscrit en nous. Quand on se retourne et qu'on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, on sursaute, instantanément. Et le racisme a toujours été, vous savez, nous les Blancs, sommes un don de Dieu à l'humanité. Et en fait, ces Noirs ne sont même pas vraiment humains. C'était l'attitude des Britanniques en Australie.
Ils ne pensaient vraiment pas que les aborigènes étaient humains. Ils pensaient que c'étaient des singes intelligents. Aboriginal people were human. They thought they were clever monkeys. Yeah. But how do we Mais alors, comment expliquer que l'on voit, depuis des générations, des mouvements entiers en Occident lutter ou prétendre lutter contre le racisme, même le racisme systémique, et utiliser ce thème en disant « Nous reconnaissons que nous avons ce problème et nous voulons nous en débarrasser », et que nous avons même des termes comme équité, diversité et inclusion, et que nous essayons d'agir en ce sens, mais que ces mêmes personnes sont parfois parmi les plus fervents défenseurs du droit d'Israël à l'autodéfense. Est-ce qu'on peut en parler? Can you speak to that? Yeah, I could, but probably this. Oui, je pourrais, mais il nous faudrait probablement organiser un séminaire sur le sujet, je pense, avec une douzaine d'intervenants sur plusieurs jours. J'ai dit plus tôt que la psychologie humaine évolue et change au cours de la vie d'une personne. Ainsi, à 18 ans, quelqu'un peut se dire « Je vais être gentil avec tout le monde. Je n'aime pas le racisme. Je n'aime pas rabaisser les homosexuels. » Et puis à 20 ans, à 35 ans, il gravit les échelons et commence à penser « Pourquoi ces gens ne travaillent-ils pas plus dur, comme je l'ai fait ?» Vous voyez? Et tous ceux qui sont au sommet croient qu'ils y sont arrivés grâce à leur supériorité morale, n'est-ce pas? Ils ne pensent pas que c'est une question de chance. Bien sûr, tout n'est que chance. Il y a ce « continue ». Désolé, vas-y. Go on, sorry, you go. There's this beautiful little schematic that Il existe un magnifique petit schéma qui montre la transformation de l'emblème, du symbole, passant du A pour anarchiste au signe de paix rond, puis à l'étoile Mercedes-Benz. Absolument, sur toute une vie. Absolutely. the trend Absolutely. over lifetime. Yes. And that's Oui, true. There are, et c'est vrai. On observe des tendances similaires en psychologie. Il y avait un homme nommé Stephen Karpman qui a parlé du triangle de Karpman, avec une victime, un persécuteur et un sauveur, et de la façon dont ces rôles changent avec le temps. La victime devient le persécuteur. Et quel meilleur exemple avons-nous qu'Israël? Les victimes sont devenues les persécuteurs. Voilà. Mais ils ont industrialisé leur victimologie au point d'avoir pratiquement paralysé tout le monde, dans le monde entier, à l'idée « il ne faut pas critiquer ces gens ». Ce sont des victimes. N'oubliez pas qu'ils sont des victimes. Il faut avoir de la compassion pour eux. D'accord, ils exagèrent un peu, mais c'est ce que font les victimes. Il ne faut pas critiquer. Et ils ont tout simplement perfectionné cet art de contrôler le monde en sous-main, en tirant les ficelles de la victimologie. from underneath with pulling the strings of the victimology. The victimology, yes, and Jan Oberg. La victimologie, oui. Et vous savez, Jan Oberg, sur ma chaîne, a fait cette remarque, qu'aucune violence n'est plus dangereuse et plus intense que la violence des victimes, parce qu'elles se sentent en droit d'utiliser toute forme de violence. Absolument. Mais ce qui me fascine, c'est qu'en ce moment, vous savez, l'Allemagne ayant été l'auteur de ce grand crime, et maintenant lavant sa culpabilité en permettant à l'ancienne victime de commettre exactement le même crime, et ainsi de vivre une sorte de catharsis. Du moins, c'est comme ça que je le perçois. Yes, but in Oui, mais Meretz a dit hier ou avant-hier que c'est une chose fantastique qu'Israël écrase les Iraniens. Ils font le travail à notre place. doing our work for us. Notre sale besogne. Ils font le sale boulot à notre place. That's right. Et ça, That's it. voilà. They do Ils font le salbou Benetzlath. the other. And right now, Et en ce moment, dans la twittosphère germanophone, il y a tellement de personnes haut placées, des personnes très importantes, y compris dans le journalisme, etc., qui disent toutes des choses comme « Monsieur Mers, merci pour vos paroles fortes ». Je veux dire, il est important d'avoir du leadership en ce moment. leadership in this moment. Yeah, because they're too scared. Oui, parce qu'ils ont trop peur de perdre leur statut en disant « espèce d'enfoiré meurtrier, de nazi », ce qu'il est en réalité. Et ils savent que s'ils disent ça, ils perdront leur statut. If they say Ils seront exclus. they lose their status, they're kicked out. So I mean, in your analysis, Donc, selon votre analyse,
Serait-il juste de dire que les Allemands se sont débarrassés des nazis, que les Américains ont éliminé les nazis en Allemagne, mais que l'on ne s'est jamais débarrassé de la psychologie nazie en Allemagne? C'est ça, oui. Au moins, il y a ce groupe de personnes. Il n'y a que ce groupe de personnes. Mais c'est inhérent à tous les humains. Oui, nous sommes tous des nazis. Le fasciste, c'est moi. Le fasciste, c'est moi. Oui. Det var ett nauseous de poilhappers You know, and Non, je pense que c'est tout à fait juste. Si nous externalisons la culpabilité pour la violence de masse, c'est déjà le premier pas vers la perpétration de nouvelles violences. yeah, and this Oui, goes et ça on. continue encore et encore. Comment pouvons-nous gérer cela sans finir par nous détester nous-mêmes? Well, I think an important Eh bien, step je pense qu'une is, étape importante se situe au niveau académique. Je veux dire, vous avez un très bon bagage académique dans ces études, alors que moi, je suis l'outsider. En fait, c'est aussi un point important, être un outsider. Mais l'une des choses que je pense que nous devons examiner, c'est l'influence de personnes comme John Mearsheimer, qui affirment que les relations internationales sont anarchiques. Donc, les nations doivent se battre et lutter pour obtenir la domination locale et assurer la paix à l'intérieur de leurs frontières. Je pense qu'il a complètement tort. Il prend le problème à l'envers. Les relations internationales sont anarchiques parce que les nations se battent pour la domination. Et quel meilleur exemple avons-nous que le Moyen-Orient? Mais le problème avec ce point de vue, c'est qu'il légitime l'agression. Et Israël vient de dire, nous allons écraser les Iraniens pour détruire leurs armes de destruction massive, qu'ils n'ont pas. Et parce que si nous ne le faisons pas, ils nous attaqueront. Ils représentent une menace existentielle pour nous. Non, non. Bien que je doive dire à sa décharge qu'il ne dit pas que c'est une bonne chose. Il ne l'excuse pas. Il essaie de l'expliquer, n'est-ce pas? Et les gens, bien sûr, font toujours cette erreur. Ils ne font pas la différence entre une excuse et une explication. Mearsheimer est clairement du côté de l'explication. Oui, malheureusement. Mais si nous renversons la perspective et disons, d'accord, élaborons une théorie des relations internationales sur la façon dont la domination engendre l'anarchie, alors à quoi cela nous mènerait-il? Quelle serait l'approche pour améliorer la situation? Parce que nous ne pouvons pas éliminer la domination si elle est innée, n'est-ce pas? Non, mais nous pouvons, chaque nation devrait prendre des mesures pour garantir aux autres qu'elle ne représente pas une menace. Et vous savez ce que c'est? C'est le droit international. Le droit international et l'approche, c'est une tentative de réellement faire cela. Et qui a supprimé le droit international pour le remplacer par l'ordre international fondé sur des règles. Le chef du code dominant. Absolument. Ils n'aimaient pas être contraints par des lois. Ils n'aimaient pas être traités de la même manière que l'Union soviétique, l'Éthiopie ou un pays de ce genre. Ils pensaient, non, c'est nous les chefs. Vous devez faire ce que nous disons, parce que nous sommes la lumière éclatante sur la colline. Nous sommes le phare de la démocratie. Nous sommes, vous savez, le don de Dieu à l'humanité. Alors, alignez-vous, tous les autres. C'est ce qu'ils disent. C'est extrêmement, extrêmement utile, car nous le voyons aussi en ce moment. J'ai vu cet argument ce matin et il m'a sidéré. Encore une fois, un journaliste allemand ou quelqu'un d'autre a dit que, voyez-vous, le problème avec l'exigence que l'Israël respecte le droit international, c'est comme exiger que lors d'une course, les gens respectent la limitation de vitesse dans les virages, n'est-ce pas? Donc vous allez perdre. Il faudrait donc s'en débarrasser pour gagner. C'est cette psychologie qui finit par saper les structures que nous avons construites pour la contenir. Encore une fois,
Tout ce qu'il voit, c'est la victoire. Il faut gagner. Il faut gagner à tout prix. C'est sa motivation, c'est ce qu'il pousse. Le but, c'est d'arrêter de voir cela comme une course. Ce n'est pas une course, c'est une marche ensemble. C'est un groupe de personnes qui avancent presque main dans la main, ou du moins au même rythme, et qui regardent régulièrement en arrière pour voir qui est resté en arrière et l'aider, plutôt que d'attraper la personne la plus proche et de l'écraser. As distinct from grabbing the nearest person and smashing them. Yep, that's how it should C'est comme ça que ça devrait être. where we need to go. Et c'est là que nous devons aller. But we Mais nous devons trouver comment contenir les forces qui nous poussent à écraser l'autre. make us smash the other one. Well, I think the first thing is that everybody Eh bien, has je to pense que la know première chose, c'est que tout le monde doit savoir exactement ce qui se passe. Et si vous deviez dire aux gens, je ne sais pas, je vais juste choisir des personnes que je déteste profondément. Tony Blair, John Howard et George Bush. Ces trois-là. Ils me donnent la chair de poule. Three, they make my skin crawl. If you were to say, Les trois cavaliers de l'Apocalypse. Yeah. Absolutely, the three Musketeers. Absolument. Les trois mousquetaires. Les trois imbéciles. Les trois stooges. Si vous leur disiez, les gars, cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'autre que votre envie, votre volonté d'envahir l'Irak, n'a rien à voir avec la démocratie, la liberté, la justice, blablabla, les armes de destruction massive, blablabla, cela a tout à voir avec le pétrole et l'élimination de la menace. Exactement comme ils l'ont fait en Iran en 1953. Exactement pareil. Comme ils l'ont fait à Allende au Chili en 1973. Same as they did to Allende Yeah, in Chile. This is where we're, Jeffrey Sachs. C'est là qu'intervient Jeffrey Sachs, qui affirme que le mouvement néoconservateur a cette volonté absolue de domination et qu'il n'accepte rien de moins que la domination totale. C'est pourquoi ils n'acceptent pas oui comme réponse. Ils veulent plus que oui. Ils veulent la subordination. On le voit encore une fois avec l'Iran. Les États-Unis disent « Vous ne pouvez pas avoir de bombes nucléaires ». L'Iran répond « Nous n'avons pas de bombes nucléaires. Nous ne voulons de bombes nucléaires ». Et les États-Unis et Israël n'acceptent pas cette réponse. The US and Israel do not accept that as an answer. That's correct. Yeah, absolutely. And Because they want C'est exact. Oui, absolument. Parce qu'ils en veulent plus. Ils veulent un contrôle total. Non, en fait, ils veulent réduire l'Iran à un désert fumant. C'est ce qu'ils veulent faire. Pourquoi? Parce que l'Iran dit « Non, nous ne faisons pas ce que vous nous dites. Vous ne nous possédez pas. Vous ne nous contrôlez pas. Allez au diable. » Et cela rend les Américains, les Britanniques et les Allemands complètement fous. Ça les met dans une frénésie. Absolutely mad. It drives them to a frenzy. Ça leur donne la testostérone. Yeah, because Oui, parce que, you know, tu sais, ils sont pas aussi puissants. Ils n'obtiennent pas l'impact qu'ils souhaitent. Ils veulent pouvoir se promener et regarder toutes les personnes ramper dans la soumission. in submission. And this also explains, I mean, if we use this Et cela explique aussi, je veux dire, si l'on utilise cette théorie, cela explique également cette volonté de ce que certains des pères fondateurs des États-Unis appelaient les contraignants, comme Quincy Adams, qui disait que l'Amérique ne part pas à la recherche de monstres à détruire. America doesn't go out to La tendance naturelle, la tendance fasciste des États est de partir à la recherche de monstres à détruire. Et même si vous en détruisez un, vous pensez simplement au suivant, et ainsi de suite. Et je pense que dans votre livre, vous soulignez ce point très important. C'est là que le fascisme, en fin de compte, a toujours besoin de se détruire lui-même, n'est-ce pas? Ultimately, it always needs to destroy itself, right? Exactly. Yes. So the Exactement. tendency Oui. is always Donc la tendance est toujours d'en vouloir plus de pouvoir, plus de gloire, plus de contrôle, plus de soumission de la part des autres. Et cela doit s'auto-alimenter. Cela ne peut pas s'arrêter. Dès que les gens ordinaires réalisent « Hey, on se fait avoir par ces types, alors tout s'effondre », ça tombe en morceaux. Donc il faut que ça continue, que ça devienne de plus en plus grand et de plus en plus destructeur. Et à terme, cela finit par se dévorer lui-même. Parce que si quelqu'un n'obtient pas de résultat, alors il doit être un traître.
Attrapons le traître. Et Staline a fait ça. Regardez ce qu'il a fait pendant les grandes purges. Il a failli détruire le pays. Il l'a laissé ouvert à l'invasion nazie parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Maintenant, Staline était sérieusement paranoïaque. Mais ne mâchons pas nos mots. Tous les politiciens sont paranoïaques. Ils sont tous paranoïaques. And you see then the drive to find justification. Et vous voyez alors l'élan pour trouver des justifications afin d'éliminer de l'intérieur. On voit comment Donald Trump le fait dans une certaine mesure, même s'il y a toujours la question de savoir quel type d'analyse de l'état profond, etc., est juste ou non. Mais laissons cela de côté. Les Japonais avaient au sein de ces institutions fascistes, surtout l'armée, la police militaire. Et la police militaire était l'institution la plus redoutée, parce qu'elle venait simplement chercher des gens pour les éliminer, car ils cherchaient l'ennemi de l'intérieur. Nous avons connu cela au Cambodge. Au Cambodge, après l'effondrement de tout, les Khmers rouges ont ensuite commis un génocide contre leur propre peuple, n'est-ce pas? Rouge then committed a genocide on their own people, right? Because Ils doivent se débarrasser de l'ennemi intérieur. Mais tout cela fait partie intégrante du fascisme en tant que mouvement politique, car ils combattent un ennemi extérieur et doivent unir tout le monde à l'intérieur. Mais en même temps, il y a toujours un ennemi interne. En Allemagne nazie, c'était les Juifs. En Amérique, c'est la génération woke en ce moment. En Israël, ce sont les modérés. Eh bien, là-bas, les modérés partent simplement, c'est facile. En Iran, il y a eu de grandes purges après la guerre. La révolution de 1969, c'est toujours la même chose, éliminer l'ennemi intérieur. Mais ensuite, quand le système commence à échouer, alors ce doit être à cause d'un ennemi. Ce n'est pas parce que notre système est mauvais ou ne fonctionne pas. C'est parce qu'il y a un ennemi intérieur, alors on commence à le dévorer. Et finalement, le fascisme doit se consumer lui-même. Il s'éteint, mais une génération plus tard, oui, il revient. Et Bertolt Brecht l'a dit très précisément. Il a dit, vous pensez vous en être débarrassé. Mais devinez quoi? La chienne est de nouveau en chaleur. C'était dans la résistible ascension d'Arturo Ui. yeah, it's like, you know, Oui, c'est comme, vous savez, c'est extrêmement effrayant. C'est comme quand le film est terminé. Vous éteignez la télévision et il y a l'écran noir. Et dans l'écran noir, il y a vous. Vous vous voyez. Et c'est le prochain fasciste qui arrive une fois que le film est fini. Mais une chose de plus, c'est très important, je veux dire, c'est connexion. Et une chose que j'entends aussi de beaucoup de mes collègues, y compris Jan Oberg, c'est qu'ils expliquent l'échec et la tendance vers ces systèmes plus militarisés et fascistes, surtout en Occident, en Europe, aussi comme une conséquence d'avoir fini avec une kakistocratie, le règne des incompétents, des pires, le règne des pires. Est-ce que cela contribue aussi à la fascisation d'une société, selon vous? Oui, parce que le système politique est généralement ouvert aux joueurs le plus agressifs. Ce n'est pas un système qui cultive l'excellence et qui sélectionne parmi la diversité du potentiel humain. Il ne choisit pas les meilleurs. Ce n'est pas comme ça. Ce sont des gens qui se frayent un chemin vers le sommet, et ce sont les plus agressifs, les moins scrupuleux, les plus obtus, qui arrivent au sommet. Et ceux qui ne sont pas capables de voir dans quoi ils sont engagés, n'est-ce pas? Ils ne sont pas capables de percevoir le système. Ils n'ont aucune lucidité, ni personnelle, ni sur le système. Et surtout, ils n'ont aucun respect pour les autres êtres humains. Tout tourne autour d'eux. Moi, moi, moi. C'est pourquoi Hitler a fait exécuter ses propres collègues une fois arrivé au pouvoir, vous savez. Eh bien, en 1934, tu veux dire l'assassinat de Röhm. Et Röhm. Oui, c'était le 30 juin 1934, je crois. Oui, il percevait la menace d'un autre pôle. Il voulait une Allemagne unipolaire. Et Röhm et la SA représentaient un autre pôle.
Alors il s'en est simplement débarrassé. Et bien sûr, la SS était ravie d'aider. And of course, the SS were delighted to assist. Si l'on transpose cela au niveau des relations internationales, c'est ainsi que l'on peut expliquer cette peur primordiale en Occident, qui est tellement habituée à un monde unipolaire, que maintenant, avec l'émergence de plusieurs pôles, cela ne fait qu'alimenter la motivation pour la domination. C'est ce qui les pousse à redoubler d'efforts. Tout ce discours en Amérique sur la Chine est une menace, la Chine est agressive, qui est repris dans ce pays stupide qui est le mien par ces premiers ministres à moitié idiots que nous avons eus. Ils ne font que répéter. Vous savez, la Chine est une menace, la Chine est une menace, elle est agressive, nous devons avoir des sous-marins nucléaires pour contrer la menace chinoise. C'est du pur charabia. Mais bon, oui, c'est l'idée que quelqu'un d'autre puisse être sur un pied d'égalité. Et il y a un élément racial très fort là-dedans. Très fort. Les Américains ne peuvent pas supporter l'idée de devoir s'incliner devant un Chinois. Ils préféreraient s'arracher la langue avec une pince plutôt que de dire « Bonjour monsieur, oui, comment allez-vous ?» C'est vous le patron. Ils ne le diront jamais. C'est raciste, ça l'est. Et écoutez, Niall, Jock, c'est une analyse fantastique que vous nous offrez. Nous avons déjà dépassé la barre de l'heure. Je pense qu'il faut qu'on en reparle, et je vous recontacterai dès que j'aurai d'autres questions. Juste une question. Votre inversion. Cette inversion, vous savez, en relation internationale entre anarchie et domination. Existe-t-il une théorie, quelqu'un qui a déjà avancé cet argument, que c'est ainsi qu'il faut comprendre les relations internationales? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Je suis psychiatre. Je ne pourrais pas répondre en me basant sur l'histoire des relations internationales. J'ai cependant évoqué la lutte dans la hiérarchie de dominance. La personne qui se bat pour atteindre le sommet est celle qui lutte pour ne pas être reléguée. Voilà le paradoxe de la hiérarchie. Nous avons ces deux pulsions opposées, présentes en chacun de nous. Nous voulons tous dominer, mais aucun de nous ne veut être soumis. Et c'est une recette pour le chaos. Oui, c'est vrai. C'est pour cela que Miroslav voit le chaos. Mais c'est là que nous devons explorer, vous savez, une approche psychologique des relations internationales, une théorie psychologique des relations internationales. Cela me semble une façon très utile d'aborder la question, car cela pourrait nous donner, vous savez, de véritables outils pour prévenir le pire. Oui, je le pense. Juste une chose que vous avez mentionnée, c'est la théorie économique, qui n'est pas vraiment une théorie, du néolibéralisme. J'ai un peu travaillé sur ce sujet, et pour moi tout cela est faux parce qu'ils n'ont pas la psychologie humaine comme base. Ce n'est que la pulsion fasciste appliquée à l'économie. Rien de plus. C'est une volonté de domination. Oui, c'est vrai. Tu sais ce qu'on devrait faire? À un moment donné, il faudrait qu'on discute avec des collègues qui font des interprétations marxistes des relations internationales. Ils ont des concepts différents, mais je pense qu'il y a des points de convergence. Il y a beaucoup de similitudes dans les notions. Oui, oui. D'accord. Jock, pour les personnes qui souhaitent lire votre travail, je suppose qu'elles devraient chercher vos livres, n'est-ce pas? Ou bien avez-vous un endroit où vous écrivez régulièrement en ligne? Oui, j'écris sur Substack. J'ai un site Substack qui est neilmclaren.com, donc Substack, neilmclaren.com. Et tous mes livres sont disponibles sur Amazon, mais je ne veux pas que qui que ce soit achète les originaux, les premiers. Ils sont dépassés, complètement dépassés. Il y en a 4 qui comptent. Il y a Theories in Psychiatry, il y a Natural Dualism, The Biocognitive Model of Mind,
Il y a celui-ci dont nous n'avons pas parlé, anxiety, donc c'est beaucoup plus clinique, that. Mais je pense que l'anxiété joue un rôle très important dans les affaires humaines. Et enfin, et vraiment enfin, plus jamais, il y a narcissophacisme, qui a pour sous-titre The Psychopathology of Right-Wing Extremism, mais nous n'avons pas pu tout faire tenir dessus. Je mettrai les liens vers tous les livres et votre Substack dans la description de cette vidéo. Dr. Neil McLaren, Jock, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Very much for your time today. Merci pour les vôtres, et de m'avoir stimulé aussi. D'accord. Okay.